Alors aujourd'hui, nous lançons une nouvelle série de vidéos, d'entretiens. C'est un peu pour reprendre les causeries d'Ivry qui n'existent plus, malheureusement. Mais enfin, on est toujours là et on essayera de couvrir l'actualité nationale et internationale pour un peu donner un autre son de cloche des informations des médias mainstream qui en fait n'en sont pas. Hein. Ce ne sont pas des informations, ce sont des choses fabriquées. Alors il y a quelques jours, un convoi syrien de forces, diront, du parallèle, ce convoi a été bombardé par les avions de la coalition. Apparemment, il y avait des avions américains et britanniques. Et dans ce convoi, il y avait, selon les informations, une trentaine de véhicules blindés, de bulldozers, qui allaient vers le poste frontière de At-Tanaf ou At-Tanaf, les deux prononciations existent. C'est en fait un poste frontière important stratégiquement parce qu'il est au carrefour de la Syrie, la Jordanie et l'Irak. Et évidemment, il y a eu à peu près 9 morts, quelques véhicules entièrement détruits, mais tout ça se passe sur le sol syrien. Donc c'est une atteinte à la souveraineté de la Syrie en tant qu'État. On ne voit pas pourquoi la coalition peut s'autoriser à aller bombarder ce convoi-là. En fait, la version américaine est très fragile en disant qu'ils ont averti, mais le convoi a continué à avancer et mettait en danger les forces américano-jordaniennes. Ah, tout est là. Parce que franchement, que font ces forces américano-jordaniennes dans cette partie frontalière de la Syrie? En fait, c'est un peu un projet américain pour servir les intérêts occidentaux et essentiellement, évidemment, empêcher, et tout est là, qu'il y ait un couloir terrestre entre l'Iran et la Syrie, c'est-à-dire cette coalition, ce qu'on appelle l'axe de résistance, Damas, Bagdad, Téhéran, avec évidemment le Hezbollah libanais. Et il faut resituer ce bombardement dans ce contexte-là, c'est-à-dire cette frontière jordano-syrienne ou irako-syrienne se trouve aujourd'hui l'enjeu des batailles futures entre l'Occident et évidemment la Russie qui soutient cet axe de résistance. Alors, le plan occidental, c'est d'isoler carrément la Syrie de l'Iran. C'est de désarticuler ce croissant chiite. Ils ont essayé, dans un plan qui visait à renverser carrément Assad, ils n'ont pas réussi. Alors là, on s'oriente vers un nouveau projet, un nouveau scénario, c'est-à-dire Assad peut rester sur la côte syrienne, mais il faut absolument que tout l'est de la Syrie, du côté Irak et Jordanie, soit investi par des forces pro-occidentales. Et c'est peut-être là où la Jordanie s'est prêtée au jeu, donne aux Américains l'occasion de s'installer, d'entraîner, soi-disant, des rebelles modérés. Et donc, il faut s'attendre, les jours à venir, à d'autres combats
non seulement sur ce point de passage d'Atanaf, mais les autres points de passage, c'est-à-dire Boukamal, et même dans le nord, voilà, on a à peu près 3 ou 4 passages frontaliers, et il faut s'attendre à des batailles dans ces 4 points, et même sur tout au long de la frontière, parce que on peut passer, je veux dire, à travers ces postes frontières, pas forcément par les postes frontières. Alors, on a parlé de croissant chiite. Qu'est-ce que le croissant chiite? Je vous dirais que je suis pour beaucoup dans le lancement de ce terme technique en géopolitique, et cela quand j'enseignais à l'ENSTA, l'École nationale supérieure de techniques avancées, dans les années 90. Dans mes cours de géopolitique, j'avais expliqué longuement ce que c'était ce croissant chiite. C'était une forme d'anticipation sur un peu ce qui allait se passer au Moyen-Orient, et également quand j'ai animé au département des sciences humaines, ma dernière année à l'école polytechnique, un séminaire également sur la géopolitique du Moyen-Orient. Ça devait être en 96-17, par là. Bref, alors, certains diront l'arc chiite. Pourquoi? Parce que ce terme, ce concept de croissance chiite a été, si vous voulez, saturé par les Américains et les Occidentaux de sens un peu péjoratif, c'est-à-dire la vision de tout cet éveil chiite au Moyen-Orient n'a pas été bien accueillie par les Occidentaux et Israël également. Ceci dit, pour moi, ça reste un concept très progressiste parce qu'il a permis à cette minorité de chiites qui était écrasée à travers des siècles, pendant des siècles, de se réveiller. Et là, on le doit à Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad, qui pendant la guerre entre l'Irak et l'Iran, parce que Saddam a voulu servir l'Occident en s'attaquant à l'Iran, et le seul pays arabe qui vraiment s'est rangé du côté des Iraniens à l'époque, c'était dans les années 80, c'était la Syrie de Hafez el-Assad. Et c'est de là qu'est née, si vous voulez, cette entente entre les différents chiites dans cette région. Assad ne s'est pas limité à soutenir la révolution de Khomeini contre l'agression saddamienne, mais il a également aidé les chiites du Sud-Liban qui petit à petit vont former le Hezbollah, qui aujourd'hui est un parti important, que ce soit politiquement ou militairement, et comme vous le savez, c'est la première fois que les Arabes ont remporté une victoire relative contre Israël, c'était grâce au Hezbollah dans la guerre du Liban, n'est-ce pas, c'était en 2006 par là, je crois. Donc, vous voyez que l'on soit pour une appréhension positive du croissant chiite ou pas, on ne peut ignorer cette nouvelle dynamique qui anime les chiites de Syrie, d'Irak, d'Iran, du Liban, du Yémen, des monarchies du Golfe, parce qu'il y a des chiites, il y a également les chiites du Rotrif en Arabie Saoudite. Et on verra que tout ce que j'ai cité comme chiites ont fait à un moment donné l'objet d'une persécution ou continuent d'être persécutés. Regardez la guerre du Yémen. Alors, quelle était la position des Américains, justement? Est-ce qu'ils sont pour ou contre? Je vous dirais, c'est pas en aidant les monarchies du Golfe qu'ils sont amis de ces pays-là. Personnellement, je crois que les Américains cherchent une seule chose, c'est à opposer les chiites aux sunnites de manière à détruire l'islam de l'intérieur. Et là, permettez-moi, je vous renvoie à différentes vidéos où j'ai expliqué mon point de vue, qu'en fait,
les États-Unis cherchent à vendre des armements. Et là, ce n'est pas innocent que ce bombardement de forces syriennes vienne juste avant la visite de Trump et ce sommet avec les pays musulmans du Golfe, comme quoi il va lutter contre Daesh. Voilà, si vous voulez, un petit éclairage sur ce qu'il est convenu d'appeler l'axe de résistance, l'arc chiite, le croissant chiite, bien que à chaque fois que vous utilisez un de ces trois termes, ça n'a pas la même connotation. Hein. Évidemment, moi je ne vous cache pas, je prends parti, je crois que ce concept de croissant chiite est progressiste et il ne s'adresse pas uniquement aux chiites, pas du tout. Hein. Il s'adresse aux sunnites, aux chrétiens, aux kurdes. C'est une idée assez révolutionnaire qui s'oppose justement à ce que le sunnisme ultra-orthodoxe, et non pas le sunnisme orthodoxe tout court, a sécrété comme Daesh, Al-Nusra, tout ce terrorisme international. Alors, quel est justement le rôle de la Jordanie là-dedans? On va le voir. Alors évidemment, la Jordanie joue un rôle assez important dans l'évolution des événements dans la région. C'est qu'il faut voir qu'il y a une velléité jordanienne de reconstituer un État à dominante sunnite, disons. C'est pour cela que le roi Abdallah, actuellement de Jordanie, a parlé de croissance chiite. Et ça venait juste quelques mois après, la conférence que j'ai donnée à l'école de guerre ou le collège interarmé, où il y avait des officiers arabes de tout le monde arabe, des officiers du monde entier. Il faut le comprendre, c'est que lui doit beaucoup au pays du Golfe, puisqu'il a été chassé, n'est-ce pas, du Hijaz, de la Mecque, et ce sont les Wahhabites qui ont pris la Mecque, mais après, économiquement parlant, si ce n'était l'aide des pays du Golfe, la Jordanie aurait beaucoup de mal à survivre, parce que c'est un État assez artificiel. C'est pas pour critiquer les Hachimites, n'est-ce pas? Au contraire, moi je trouve qu'au départ, on a été injuste avec les Hachimites. Alors là, je rappelle, évidemment, Laurence d'Arabie, on avait promis aux aïeux de ce roi Abdallah de Jordanie un grand État arabe ou même un califat, n'est-ce pas? Et puis après, les Anglais n'ont pas respecté leurs promesses et on connaît la suite. Mais on oublie une chose, c'est que à un moment donné, de cette même famille hachémite chassée de la Mecque, on a eu un roi d'Irak, le roi Faisal. C'est-à-dire, Faisal voulait régner sur la Syrie, les Français n'ont pas voulu de cela, ils ont occupé la Syrie. Du coup, Faisal, avec sa descendance, a régné en Irak. Et ça vous explique pourquoi les sunnites d'Irak étaient au pouvoir après. Parce que même après le coup d'État contre ce roi hachémite d'Irak, ce sont les sunnites avec le Bas qui ont continué de régner. Mais n'oubliez pas que l'Irak est à majorité chiite. Et c'est là où on peut mieux comprendre le rôle de la Jordanie. Aujourd'hui, la Jordanie peut avoir ce rêve qu'après tout, vous voulez casser l'Irak et vous, Américains, vous avez installé les chiites au pouvoir avec votre intervention, et c'est la majorité. Puisqu'on parle de fédération, s'il y a une petite région sunnite en Irak, pourquoi elle ne serait pas sous obédience jordanienne, hein? Donc, dans ce cas-là, la Jordanie pourrait très bien, un peu, aussi s'attirer les sunnites de Syrie, puisqu'on parle d'éclatement de la Syrie également, voyez-vous. Donc, on verra que le projet jordanien entre dans la stratégie occidentale et américaine, et c'est peut-être pour cela qu'elle a autorisé dès le début à Fabius d'installer un faux hôpital militaire qui était en fait un centre
d'espionnage. Et jusqu'à maintenant, on comprend pourquoi les chiites d'Irak, le rassemblement populaire, le Hashd al-Sha'bi, auraient averti les Syriens d'un centre jordano-américain aux frontières. C'est ce qui explique l'envoi de ce convoi. Donc, la Jordanie est bien ancrée dans ce jeu stratégique d'éclatement de la région et ce plan occidental. Alors pourquoi j'ai parlé de ce rassemblement populaire? C'est que ce rassemblement populaire qui est important, qui est une seconde armée en Irak, et qui est essentiellement chiite, s'avance de plus en plus vers la frontière syrienne. Et il y a eu même des déclarations, par exemple de l'ex-premier ministre irakien, Jafari, qui disait pourquoi le rassemblement populaire n'entrerait pas en Syrie pour aider l'armée syrienne à se débarrasser de Daesh. Alors évidemment, les Américains et les Occidentaux ne peuvent tolérer un projet pareil pour la simple raison que, à ce moment-là, le couloir terrestre qu'on veut détruire entre Téhéran et Damas serait fonctionnel. Hein? Et c'est là aussi qu'on comprend l'erreur des Américains dans la destruction de l'Irak. Parce que c'est vrai qu'ils ont détruit l'Irak, mais par cette même destruction et en chantant la chanson de la démocratie, ce sont les chiites qui sont arrivés au pouvoir. Et vous voyez, il est très difficile aujourd'hui aux Américains de gagner cette bataille de l'Est de la Syrie. Parce que entre l'Iran et la Syrie, il y a l'Irak. L'Irak, là, est à majorité chiite et l'Irak ne va pas trahir cet axe-là. Donc l'attitude du gouvernement irakien est ambivalente vis-à-vis des Américains. Ils veulent bien l'aide des Américains, mais en même temps, ils ne renient pas leurs liens historiques, culturels, cultuels, puisqu'il y a beaucoup puisque les hauts lieux de pèlerinage chiites se trouvent en Irak quand même. Donc il y a un lien. Et si vous partez, vous voyez, vous tirez une ligne sur une carte de Bagdad à Damas, vous voyez que ça passe par ce poste frontière de Tanaf. C'est-à-dire que le lien est fait. Et ça vous explique pourquoi les Américains se sont installés avec les Jordaniens à ce poste frontière et essayent un peu de servir les intérêts, un peu beaucoup, les intérêts israéliens, parce qu'ils ne veulent pas que ces forces chiites de cet arc, ou ce croissant, ou cet axe de résistance, soient dans le Golan ou face à Israël, tout simplement. Hein? Et il faut se mettre ça dans la tête, qu'il est très difficile de désarticuler cette nouvelle union de résistance anti-américaine et alors anti-israélienne également. Et tout ça se passe avec la haute surveillance et le grand soutien de la Russie. Reprenons les derniers faits. Les Américains ont bombardé ce convoi syrien. Quelques jours après, ils bombardent des forces irakiennes du rassemblement populaire, le Hashd al-Sha'bi, en Irak. C'est-à-dire que les Américains veulent contrôler la fuite des Daeshistes vers la Syrie. Ils ne veulent pas que cette armée populaire irakienne ait un rôle actif et intervienne dans ce jeu. Les Américains veulent être maîtres de la prise de Mossoul et de ses répercussions sur la région. Et il y avait un ancien plan des Américains, c'est qu'il faut laisser les Daeshistes entrer en Syrie pour affaiblir l'armée syrienne. Et c'est là où on voit la solidarité entre Damas et Bagdad. Ils ne veulent pas
que cette armée syrienne soit affaiblie, parce qu'elle fait partie de cette ligne stratégique de défense Téhéran, Bagdad, Damas. Et les Russes, alors, la réponse à tout cela, elle était sage, parce que le bombardement a précédé l'union au sommet entre Trump et Lavrov. Mais là, il y a à peine 2 jours, que les Russes ont dépêché des forces d'élite russes au sol dans la ville de Soueida. Soueida est une ville du sud de la Syrie, sur la route de la Jordanie, et également qui est proche de Tanaf, de ce poste frontière. Enfin, proche, c'est une zone jordano-syrienne, n'est-ce pas? Et là, ça montre que les Russes ne se laissent pas faire et qu'ils sont prêts à entrer dans ce défi lancé par les Américains en ce qui concerne tout l'est de la Syrie et les points de passage entre l'Irak et la Syrie. Et là, les Russes donc gèrent ce dossier, pas uniquement diplomatiquement, mais militairement. Ils sont là. Le fait d'avoir dépêché des forces d'élite veut tout dire. Alors, face à cela, que peuvent faire les Américains? Alors, les Américains accordent beaucoup d'importance à ce dossier irako-syro-iranien. Parce que ce n'est pas simplement une question politique, mais c'est une question économique. Il suffit que ce couloir, ce passage terrestre entre les 3 pays soit interdit pour que l'Iran ne puisse pas exporter son gaz ou son pétrole par l'Irak, la Syrie, vers l'Europe ou d'autres pays. Parce qu'il y a également un enjeu là énergétique. On a empêché le Qatar d'avoir ce gazoduc, c'est une des raisons de la guerre de Syrie, mais les Américains ne peuvent en aucune manière permettre aux Iraniens d'avoir un oléoduc ou un gazoduc sur la côte méditerranée via la Syrie. Et ça vous explique cet acharnement à gagner la bataille de l'est de la Syrie. Cette frontière en se fondant sur l'aide de la Jordanie, l'aide, enfin je veux dire stratégiquement le territoire, le fait que la Jordanie autorise aux Américains d'installer des bases. Et l'aide des Israéliens également, parce que la Jordanie aide Israël dans tout ce projet, vu que la Jordanie a signé un traité de paix avec Israël, et les Hachémites de Jordanie ont toujours joué la carte occidentale, sauf, il y a des exceptions, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Donc voilà, pour mieux comprendre l'attitude américaine, c'est qu'il y a un enjeu économique. Et là, c'est une occasion au nord pour Trump, d'ailleurs, le président, d'aller condamner au vu et au su de tout le monde, devant les monarques arabes, la politique iranienne et de dire qu'on va reprendre les accords du nucléaire. Il a déclaré récemment que l'Iran était un pays perturbateur dans la région. Et c'est un moyen de vendre sa marchandise, de faire tourner ses usines d'armement. Et la preuve en est, c'est que là, il a signé un contrat d'à peu près 110 milliards de dollars, et sur 10 ans après, 350, je crois, ça nous fait quand même près de 450 milliards, c'est énorme. Et tout ça en agitant l'éventail
du danger iranien. Or, quand on examine à la loupe la situation, franchement, je l'ai dit toujours, et on a essayé de me contredire à la télé, dans les mainstream, que jusqu'à maintenant, le terrorisme est plutôt né dans le giron de ces pétromonarchies du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, qui aident les frères musulmans, les autres, que à Téhéran. Hein? Ça, c'est un fait. Quand je dis ça, c'est pas une prise de position anti-sunnite, pas du tout. Et les pro-sunnites, il faut que les sunnites essayent de se débarrasser de ces terroristes qui revendiquent le sunnisme pur et dur. Parce que le sunnisme n'est pas ce que prône al-Baghdadi, autoproclamé calife, ou les héritiers de Hassan el-Banna, des frères musulmans. Hein? Et là, honnêtement, les Américains jouent un jeu dangereux, mais pas pour eux. Ce jeu, pour le moment, est dangereux pour les pays musulmans, qu'ils soient sunnites, chiites, laïques, pas laïques. Mais on voit toute l'hypocrisie occidentale. C'est qu'en fait, il n'y a aucune moralité, ça on le sait depuis longtemps, il s'agit de vendre des armes. Hein. Alors, là, permettez-moi, puisqu'on est en France, au lieu que la France joue un rôle positif, plus amical vis-à-vis des peuples musulmans et arabes, la France n'a fait que soutenir des islamistes. Et ça, on le sait très bien, Hollande a vendu des armes à une opposition syrienne qui était à majorité islamiste, et on sait très bien que des missiles Milan ont servi dans la bataille d'Alep contre des immeubles de civils, que nos fusils d'assaut, les FAMAS, c'était une des armes d'assaut justement de ces islamistes. Et là, on peut se demander si le nouveau président, Emmanuel Macron, va continuer dans cette ligne ou il va faire preuve de personnalité et dire non, c'est pas possible qu'on continue, la France des Lumières ne peut pas adopter la même politique d'Hollande, quand bien même ce serait Hollande qui aurait beaucoup aidé, n'est-ce pas, Macron, à arriver au pouvoir. En tout cas, attendant la prise de position de la France vis-à-vis de tout ce qui se passe aujourd'hui sur le front de l'Est de la Syrie. Alors le mot de la fin, pour simplifier toutes ces explications, où il y a moult détails historiques, c'est que tout le monde joue sur la corde raide. La Russie joue sur la corde raide. Elle est installée sur la côte militairement. On parle d'une éventuelle nouvelle base à Soueïda, justement au sud, pour contrer les Américains et en même temps faire face à Israël, une façon de dire qu'on est là, hein, aux Israéliens. Mais les Américains ne sont pas uniquement présents en Jordanie, au sud de la Syrie, mais ils sont présents au nord aussi, avec les forces kurdes, entre parenthèses, démocratiques. Donc l'armée syrienne et les Russes sont pris en tenaille par une présence américaine. Là, on voit le rôle de la Turquie, qui oscille entre l'Occident, les Américains et la Russie. Mais pour le moment, Erdogan est plutôt dans le jeu russe, puisqu'il y a beaucoup d'investissements en Turquie. Alors, comment va se terminer, se dénouer cette crise de la Syrie? On peut dire que ce n'est pas pour demain. Ça peut mener peut-être à un affrontement général. En tout cas, c'est vraiment le dossier du XXIe siècle.